Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureux aussi moi-même de présenter ce travail avec vous et de partager ces questions et dans cette perspective voilà, d'anthropologie clinique. Donc en quelques mots, en effet, moi je suis Ouais, pédopsychiatre, mais là. ça va? Je Ouais, suis, je- peut-être couper les micros pour les autres. Je suis restée là? ouais, c'est ça que je vous entends. Il y a des gens que j'entends, mais je sais pas qui parle. Donc je disais, je suis pédopsychiatre à l'hôpital de Bayeux et donc moi, j'étais un petit peu nourri à la psychothérapie institutionnelle et c'est comme ça que j'ai croisé le travail de Scott, de Jacques Scott, et puis qui reprend la lecture de Léopold Zandi. Et puis un des soucis, voilà, qu'on a tout le temps dans la pratique pédopsychiatrique, c'est d'arriver à. Excusez-moi, parfois je suis interrompu parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas coupé leur micro, alors du coup je sais pas qui parle. Euh, Et donc, je disais, un des enjeux dans la pratique pédopsychiatrique, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens puissent se parler et se comprendre. Et même s'ils viennent d'univers et de parcours, de parcours voilà, différents, même s'ils ont des orientations, des univers de discours très, très différents les uns des autres. Alors, c'est vrai qu'à la question de défendre, de promouvoir l'intérêt des enfants, personne ne trouvera à redire, ça c'est l'avantage. Mais il reste à préciser les modalités du travail effectif pour répondre autant aux besoins qu'aux droits des enfants, et c'est ce qu'on va voir, comment on peut réellement travailler à répondre, à pourvoir aux besoins et à garantir les droits des enfants dans le souci de son intérêt. Et on va voir que c'est, quels que soient les adultes qui entourent l'enfant, qui sont sollicités à cette place. Alors, on pourrait, si on commence par la question des droits et des besoins, c'est vrai que la notion de besoin a largement contribué à mettre un ensemble d'acteurs autour de la table et à l'avantage d'unifier différents univers de discours, qu'ils soient parents, professionnels de santé, de la justice, du social, du médico-social. Le repérage des besoins a contribué à développer une communauté d'adultes responsables ayant pour objectif d'y parvenir. L'inconvénient du terme de besoin consiste probablement en la position d'objet dans laquelle se trouve l'enfant. Le terme de besoin renvoie à cette dimension, en tout cas c'est ce qu'on peut faire comme proposition, à une dimension objectale dont l'enfant n'a pas à répondre. Hein. On pourvoit à ses besoins, mais ces besoins devront être satisfaits, être nourris. Il faudra effectivement nourrir l'enfant, mais voilà, il n'a pas à en dire quelque chose, même si évidemment on va voir que c'est pas si simple puisqu'il a son mot à dire quant à la question d'être nourri, mais il faudra pourvoir à son besoin d'être nourri. Sur le plan de la santé psychique, on retrouve par exemple le besoin d'être porté, d'être protégé, c'est absolument indispensable pour qu'il puisse se développer. Alors, mais les enfants, voilà, n'ont pas que des besoins, ils ont aussi des droits. Et finalement, insister aussi sur cette question des droits, c'est lui donner la possibilité d'exister en tant que sujet. C'est-à-dire en tant que sujet de droit, et d'avoir une prise sur le monde qui est le sien, auquel il peut participer pleinement, et nous dirons même de plein droit. Et donc la question des besoins, donc on voit bien qu'il y a un rapport entre guillemets entre besoin objet et droit sujet, et qu'il est nécessaire peut-être d'articuler les besoins et les droits fondamentaux des enfants, en essayant de ne pas oublier, de n'oublier ni l'un ni l'autre. Donc il nous semble absolument voilà, indispensable de conjoindre ces besoins et ces droits fondamentaux. Et de la même façon, de façon à articuler finalement la position d'objet et de sujet chez l'enfant. Et on pourrait faire un parallèle aussi entre la catégorie du besoin et celle de l'avoir, quand celle du droit relèverait de l'être. L'avoir et l'être étant consubstantiels l'un à l'autre, il ne nous paraîtrait pas opportun de les séparer. Voilà pour ce qui est des droits et des besoins. Alors,
on va y revenir ensuite, hein, pour situer l'importance de l'un et de l'autre. Alors, maintenant, et c'est un des enjeux notamment en termes de protection de l'enfance. Alors, en pédopsychiatrie, on est quand même pas mal sollicité pour accompagner des enfants qui ont des parcours très très abîmés et donc qui ont un grand nombre de professionnels autour d'eux, mais qui ont vraiment beaucoup de mal à s'entendre. Eh bien, on retrouve un peu cette idée, cette perspective, on pourrait dire le cœur aussi de l'anthropologie clinique, c'est d'articuler différents discours, de permettre de co-construire ensemble un système de cohérent qui puisse prendre sens. Donc, comment on peut articuler, à co-construire des représentations quand on a des univers de discours si différents, quand on est des spécialistes, chacun dans sa branche, et qu'on voit forcément les choses avec son ornière, on pourrait dire, de spécialiste, avec une difficulté à pouvoir voir les choses dans un ensemble. On retrouve vraiment moi je parle souvent du télescope pour situer ce registre-là, puisque le télescope est une invention du début du monde moderne, du XVIIe siècle. Alors c'est vrai que l'avantage du télescope, ça permet de voir très précisément un point même très éloigné, mais il a l'inconvénient effectivement, à la fois, enfin il a l'avantage de permettre une vision précise d'un point éloigné, mais l'inconvénient de ne plus raccorder la vision, on pourrait dire, centrale à la vision périphérique. C'est-à-dire en fait on n'articule plus le regarder et le voir. Si on dit que le regarder c'est une vision, ça correspondra à une vision centrale et que le voir correspondrait à ce champ périphérique qui permet de situer le point dans le plan. Voilà. Donc comment faire ces différents savoirs? On va tenter une réponse aujourd'hui. C'est ce que je vous propose, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, un des obstacles principaux à cette démarche principal obstacle à cette démarche de co-construction et qui préside à toute organisation groupale, c'est la logique triadique victime, sauveur, bourreau, qui rejoint ce qu'on pourrait appeler les hypothèses de base développées par Bion. C'est-à-dire en fait que si on le reprend de façon un peu simple, je ne sais pas si c'est simpliste, mais en tout cas ça a un certain avantage, considérer les choses comme ça, c'est qu'un groupe, le premier organisateur de base s'articule autour de la loi du plus fort et d'un système pyramidal de la loi du plus fort. Et dans cette perspective, eh bien, on retrouve très vite une victime, des bourreaux et des sauveurs. Et c'est ce qui témoigne généralement de la difficulté d'un groupe à se mettre au travail, c'est-à-dire à différencier chacun des membres du groupe de façon à ce que le groupe devienne un collectif, le collectif qui soutienne l'émergence de singularités, et qu'en retour, ces singularités nourrissent le collectif. Et donc, c'est extrêmement difficile de sortir de ces registres victime, sauveur, bourreau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir repérer de façon à proposer un axe de travail au groupe et qui lui permette de sortir de cette impasse qui conduit généralement à ne plus considérer les choses qu'à travers une seule vision des choses. Il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent conflictualiser différents points de vue. Il n'y a plus qu'une seule vision qui prédomine et qui conduit généralement à l'impasse, puisqu'on est ça entrave, on pourrait dire, toute créativité propre au collectif. Alors on va dire que c'est d'autant plus important, d'autant plus vrai lorsque l'enfant nous confronte à une certaine impuissance, à un certain vécu d'impuissance. On est en grande difficulté pour le comprendre, pour l'accompagner, pour répondre aux questions qu'il pose. Et donc plus l'enfant met on pourrait dire en échec, fragilise les adultes qui l'accompagnent, plus ces logiques-là vont apparaître comme des réactions un petit peu défensives contre laquelle les groupes la réaction défensive pour se prémunir, on pourrait dire, des attaques. Je sais pas si c'est des attaques narcissiques, mais en tout cas c'est des attaques à
à ce qui fait on pourrait dire la force, la puissance des adultes, ou en tout cas des personnes qui peuvent l'accompagner. En tout cas, à l'image que l'on se fait de soi-même quant à comment on accompagne les enfants qui sont très en grande souffrance. Alors, c'est vrai que lorsqu'on avait, donc Serge en faisait référence tout à l'heure, on voit que finalement une des façons de sortir il proposait dans son travail sur la protection de l'enfance, de sortir donc de ce modèle triadique victime, sauveur, bourreau pour proposer comme ça un changement de paradigme, le modèle BPRE, c'est-à-dire besoin, pourvoyance, ressources, empêchement. C'est-à-dire en fait donc si tu es au lieu d'avoir un triangle qui est articulé autour de victime, sauveur et bourreau, eh bien un triangle qui serait les besoins en haut la pourvoyance à ces besoins sur un autre point du triangle, et puis les ressources et les empêchements, c'est-à-dire en fait, tel que je l'ai compris, c'est-à-dire le travail sur les conditions qui vont permettre de pourvoir aux besoins. Alors si nous, on avance du côté en articulant que la pensée des besoins est consubstantielle à celle des droits, eh bien il faudrait qu'on ajoute à ce modèle BPRE de Serge, eh bien les besoins et les droits, et à la pourvoyance, la garantie, puisqu'on garantit des droits, on pourvoit aux besoins. Et le travail reste le même, c'est-à-dire continuer de travailler sur les conditions qui vont nous permettre, effectivement, et donc d'analyser en analysant les ressources et les empêchements, de pourvoir et de garantir aux besoins et aux droits fondamentaux des enfants. De cette façon, on peut faire appel à cette responsabilité qui nous incombe en tant qu'adultes, et non plus en tant que professionnels experts de chacun dans son domaine, mais d'une certaine manière de partager, d'être dans une forme de co-responsabilité, de partager cette responsabilité vis-à-vis des enfants que l'on doit accompagner, quelle que soit la place que l'on occupe vis-à-vis de lui, en tant que pédopsychiatre, en tant que travailleur social, en tant que assistante familiale, en tant que parent. Chacun peut travailler avec d'autres à pourvoir et à garantir les besoins et les droits fondamentaux des enfants. Ça nous donne une perspective commune. Alors venons-en maintenant un peu plus précisément sur comment on peut analyser ces besoins et ces droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Une des difficultés lorsqu'on travaille qu'on essaye d'aborder finalement la clinique d'un enfant, on est très souvent malheureusement pris par une lecture binaire qui consiste à situer l'enfant. C'est très difficile de sortir quand on fait une réunion, je parle de ça quand on fait une réunion par exemple entre adultes, avec différents professionnels, même avec des parents. C'est très difficile de sortir d'une lecture de bien et de mal, de qualité et de défaut, de progrès ou de régression, de compétences ou d'incompétences concernant les enfants. Ça, on le vit dans les réunions, les équipes de suivi scolarité avec les enfants à l'école, on le vit dans les évaluations en circonscription, en circonscription, la question du placement des enfants, on le vit en réunion clinique, dans le travail avec des soignants. Et donc c'est extrêmement difficile de se sortir de ces logiques binaires, parce que elles nous amènent finalement, elles nourrissent d'une certaine manière la logique triadique victime, sauveur, bourreau. C'est vrai que les jugements, qui soient appréciatifs et dépréciatifs, font de l'enfant très rapidement le font apprécier d'une façon soit en tant que victime, lorsque c'est un jugement dépréciatif que l'on porte sur lui, soit en tant que bourreau, non, en tant que victime, lorsque c'est un jugement plutôt appréciatif, mais avec un jugement dépréciatif porté sur quelqu'un d'autre, soit en tant que bourreau, puisque l'enfant peut être aussi un bourreau, puisqu'il, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut vraiment nous mettre en difficulté. Un enfant, par exemple, qui ne progresse pas, devient rapidement un bourreau pour les professionnels qui n'arrivent pas à l'aider comme ils auraient aimé. Alors voilà, les parents peuvent aussi se sentir victimes d'un système qui ne comprend pas leur enfant, ou de leur enfant
qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc de fait, là, les places, on revient à cette logique, les places peuvent être échangées très facilement, donc on peut se refiler comme ça, comme on dit, la patate chaude, c'est absolument terrible de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on le dit, avec des conduites d'exclusion en fait de l'enfant, de la cantine, de l'école, du collège, de l'institution médico-sociale, parfois même du lieu de soins, de la famille, et qui semble encore aujourd'hui, malheureusement, trop souvent pratiquée comme solution à l'horizon indépassable. Alors, on voit que donc souvent, hein, ce qui se passe, c'est qu'on se retranche derrière des compétences que l'on a ou que l'on n'a pas, et on fait appel à quelqu'un qui peut avoir des compétences meilleures en se dégageant, en se désengageant du problème, c'est-à-dire souvent on fait appel à un expert, sauveur, pour ne plus avoir à porter le problème qui nous encombre. Donc on se débarrasse d'un problème. Et bien souvent, la difficulté, c'est donc, enfin voilà, une des difficultés à laquelle on a affaire, c'est cet appel à l'expert qui viendrait sauver les professionnels ou parfois voilà, les adultes d'une situation extrêmement difficile à vivre. Donc notre réponse, ce qu'on tente de faire aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on peut essayer de trouver d'autres façons de faire, voilà, d'autres façons de penser qui vont permettre de répondre aux problèmes qui se posent pour essayer de sortir de ces logiques-là. Alors le problème, c'est pas tant de trouver les réponses que de trouver les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions qu'il s'agit de se poser et qui vont permettre éventuellement de nous conduire à formuler des réponses qui seront autant individuelles qu'institutionnelles. Alors là, je vais faire un petit détour, mais Jean-Louis Face en parlera au prochain séminaire. Je ne sais pas si c'est au prochain séminaire ou la fois d'après, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, un petit détour par la question de l'anthropopsychiatrie, puisque je vais m'appuyer sur ce travail de l'anthropopsychiatrie, notamment élaboré par Scott, pour formuler une série de questions qui nous permettraient de sortir de ce registre binaire que je décrivais tout à l'heure et de cette logique triadique victime-sauveur-bourreau. Alors Jacques Scott, en quelques mots, hein, je vous dis quelques mots, psychiatre, psychanalyste belge, philosophe, fondateur de l'anthropopsychiatrie, qui a travaillé à la mise en forme d'une nosographie structurale permettant de créer un système qui est sa propre cohérence, un système psychiatrique, on pourrait dire, qui est sa propre cohérence, à partir d'une relecture des travaux de Léopold Zondi, qui était un psychanalyste hongrois. En fait, vraiment, l'idée, c'était aussi de poursuivre aussi le vœu de Binswanger, c'était de faire en sorte que la psychiatrie soit pas une espèce d'éparpillement de savoir, mais qu'il ait construire son propre logos, son propre système qui ait sa propre cohérence, et qui soit fécond à l'infini. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un système qui serait clos sur lui-même, mais qui puisse ouvrir à une fécondité infinie, et qui nous permette de mieux comprendre les enjeux psychopathologiques de tout un chacun. À ce titre, il y a un des principes fondamentaux dans l'anthropopsychiatrie, c'est que finalement, nous sommes enseignés par la rencontre avec les malades, et c'est la pathologie qui révèle des problématiques existentielles que tout un chacun porte en soi, qui sont inaccessibles ou invisibles à l'œil nu, mais qui sont que tout un chacun porte. Donc, chaque pathologie, chaque grand syndrome psychiatrique, chaque grande pathologie psychiatrique révèle des questions existentielles que tout un chacun porte en lui. Alors, si je parle un peu du système pulsionnel, comme on dit, le système pulsionnel zondien, eh bien, il va rassembler 8 syndromes qui constituent donc les maladies fondamentales de l'être humain. Et ces 8 syndromes sont regroupés 2 par 2 au sein de 4 registres. Bon, j'espère que je vais être à peu près clair pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a les 4 grands registres psychopathologiques qui ont été retenus. Ce sont les troubles de l'humeur associés aux toxicomanies, celui des perversions, celui des névroses et celui des psychoses. Alors ces 8 syndromes sont considérés comme des élémentaires, comme des élémentaires
universelle, transculturelle et intemporelle. C'est-à-dire, quel que soit le milieu, on pourrait dire, l'homme étant, l'être humain étant ce qu'il est, ils sont d'une certaine manière pris par voilà, il parlerait de la structuration psychique de tout être humain, qui viendrait à s'exprimer en fonction du temps et du milieu, de la situation dans laquelle il se trouve, de façon différente pour chacun. Et ils font ensemble le tour du champ psychiatrique. Ils ont donc le système d'universaux qui font système, ils ont le statut d'universaux qui font système, et permettent d'analyser toutes les pathologies psychiques, qui sont, elles, des mélanges, des composites, des alliages, qui dépendent donc du temps, de l'espace et du milieu. Alors cette nosographie s'appuie donc sur, comme je le disais tout à l'heure, sur les maladies psychiatriques comme révélatrices de notre structuration psychique sous-jacente, et elle met en évidence les problèmes existentiels que tout un chacun porte en soi, éprouve. Donc le registre des troubles de l'humeur auxquels sont associés les toxicomanies, bon, on pourrait travailler là-dessus, mais c'est pas du tout le registre, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, et il associe donc les toxicomanies et les psychopathies au registre des troubles de l'humeur. Eh bien, cela traduit les troubles de notre rapport au monde. La question existentielle qui lui est propre, à révélée par ces troubles de l'humeur, est celle de savoir comment faire pour bien se porter, pour bien aller dans la vie. Comment faire pour se porter, aller et venir et circuler de façon autonome, on pourrait dire, de pouvoir se porter soi-même dans cette vie. Le registre des perversions est celui des troubles du rapport à l'objet du désir. La question est ici celle, et on pourra y revenir tout à l'heure peut-être dans la discussion, on a déjà parlé avec Nicolas Duru la dernière fois, mais est la question de savoir comment faire confiance. J'essaie de m'en expliquer plus tard. Le registre des névroses est quant à lui celui du trouble des rapports à la loi en tant qu'interdit du meurtre et prohibition de l'inceste, qui nous oblige à respecter l'autre, et qui nous introduit au monde social. Elle médiatise donc notre rapport à autrui, ouvre au monde social. La question existentielle est celle de l'affranchissement, de comment être libre tout en respectant l'autre. Et enfin, le registre des psychoses est celui introduit au trouble des rapports à soi-même et à l'autre, et révèle la question existentielle par excellence, celle du qui suis-je, du comment être et devenir soi-même, du processus de l'identité. Donc l'ensemble de ce plan anthropologique est, on pourrait dire, dynamisé de l'intérieur par un plan pulsionnel, on se situe à un autre niveau, qui se caractérise par un ensemble de forces et de tendances pulsionnelles qui investissent, désinvestissent, contre-investissent, avec des pondérations des intensités variées, les différentes problématiques humaines en cause. Et finalement, si vous voulez, il y a les quatre vecteurs pulsionnels, le vecteur contact, le vecteur sexuel, en lien, donc révélé par la perversion, le vecteur contact, plutôt révélé par les troubles de l'humeur, le vecteur sexuel par les troubles pervers, le vecteur paroxysmal par les troubles névrotiques et le vecteur moïque par les troubles psychotiques. Eh bien, à chacun de ces vecteurs sont associés des tendances, et à chacune de ces tendances sont associés des besoins. Alors, je peux pas quelque part, je peux pas là vous présenter tout à fait je sais pas comment faire pour partager mon écran. J'avais essayé de présenter un tableau, mais je sais pas si c'est possible. Je me disais, Antoine, que ça vaudrait peut-être le coup de mettre le système pulsionnel zondien à l'écran pour que... Ouais, alors je l'ai préparé, mais moi, si je mets, je sais pas, quelle est Attends, l'opération? je vais t'autoriser à le faire. Ah voilà, ok. Peut-être que là, ça va le faire. Vas-y. Ça marche là? Alors, est-ce que je Vas-y. Ouais, ah bah voilà. Alors, est-ce que c'est ça? On voit rien. Formidable. Est-ce que tu peux te mettre en...
Je vais mettre un diaporama. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais, mais tu as écrit petit. Ah, bah ça prend tout mon écran, hein, mais je sais pas si vous voyez tout petit. Non, Alors, mais attends. de toute façon, on va y revenir. Mais Ouais. Alors, voyons. Ce que je peux essayer de faire, c'est essayer de trouver de mon côté, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. après j'ai réécrit les questions, hein. Bon, en fait, si vous voulez, si on regarde ici, on a la pulsion du contact avec le registre des troubles de l'humeur. Et dans ce registre-là, on a deux besoins, le besoin pulsionnel d'accrochage et puis le besoin pulsionnel d'aller en recherche, voilà, d'aller partir à la recherche. Et ensuite, on a, en fait, si vous voulez, des tendances qui sont à chaque fois des rapportées aux besoins. Hein, donc, on a une tendance ici M+, qui consiste à s'accrocher, alors que M- consiste à se détacher. D+, partir à la recherche, D- se retenir. En fait, ce qui est important là de considérer, donc à chaque fois, si vous voulez, il y a une nosographie en lien avec la lecture, on pourrait dire pulsionnelle de chaque personne, hein, puisque peut-être Nicolas il pourra nous en dire un mot tout à l'heure, peut-être beaucoup plus familiarisé que moi à la question du test de Zondi. Mais l'idée c'est vraiment de s'appuyer en fait sur cet ensemble de cette structuration nosographique pour se poser les questions qui nous permettraient, comme je disais tout à l'heure, de sortir des registres binaires dont on a parlé. Donc je suis parti de ce tableau et pour arriver à poser en fait des questions en lien avec les grands enjeux existentiels révélés par les grands troubles psychopathologiques. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez les grands enjeux existentiels dont j'ai parlé. C'est finalement comment bien se porter et circuler librement, comment réussir à faire confiance à l'autre, comment s'affranchir tout en respectant l'autre, comment être et devenir soi-même. Donc finalement, quand on voit et quand on accompagne les enfants à grandir, mais c'est vrai aussi à l'âge adulte, ces questions sont toujours présentes. Hein, on n'a jamais fait le tour de ça, c'est jamais quelque chose sur lequel on peut dire ça y est, c'est bon. La question de la confiance, j'ai réglé ça. La question de l'affranchissement aussi. La question de la liberté, c'est bon. C'est jamais quelque chose dont j'ai fait le tour. Hein, comme la question du qui suis-je. Il faut être, on pourrait dire d'une certaine manière, schizophrène pour finir par dire je suis schizophrène. Et c'est arrêté là. C'est toujours quelque chose dont on va continuer d'inscrire dans une histoire. Donc, j'ai essayé de situer, vous voyez, différents, comme dans un tableau. On va le revoir avant, mais c'est plus, là c'est écrit en plus gros, donc je vais rester là-dessus, sur cette diapositive-là. L'enjeu est donc de bien se porter et circuler librement. Alors j'ai associé à cet enjeu l'angoisse, une des angoisses, on pourrait dire archaïques, sans doute qui me semble correspondre à ces mondes, au monde notamment du contact, c'est-à-dire l'angoisse de chute et d'abandon. Ou qu'on peut aussi parler de précipitation, de chute sans fin. Vous voyez, il y a plusieurs façons de parler de cette angoisse qui me semble très liée à la question l'exposition par le bébé à la force gravitaire et qui nécessite très rapidement de pouvoir, enfin vous voyez, dès le départ, de pouvoir continuer d'être porté évidemment physiquement, mais aussi psychiquement par les personnes qui l'entourent. On va voir que c'est tout à fait quelque chose qui peut se rejouer sans cesse, c'est-à-dire notamment dans les moments de transition pour des enfants qui ont des gros troubles, notamment de l'attachement, mais aussi d'autres, hein, qui expriment, qui se désorganisent dans ces moments de transition où ils se sentent lâchés. Donc là, les questions qui sont relatives à ce registre sont précisées ici. Il y aurait donc 4 questions qui sont liées donc à
la nosographie telle que, alors, à la démarche, à la compréhension anthropopsychiatrique de l'être humain. L'enfant a-t-il tendance à s'accrocher, à rester agrippé, à coller à l'autre? Première question. L'enfant a-t-il tendance à rester collé, à maintenir son lien à l'autre? L'enfant a-t-il tendance à explorer, à déambuler sans cesse, à chercher sans fin? Et enfin, l'enfant a-t-il tendance à lâcher, à ne pas s'accrocher? Alors en fait, on pourrait le représenter selon un petit tableau comme ça, pour essayer, comme si vous voulez, comme si on pourrait s'amuser ensemble dans une réunion, à côté, entre guillemets, c'est pas vraiment ça dont il s'agit, hein, mais c'est à inscrire ou à discuter de nos impressions subjectives qui nous permettraient, donc à partir de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit avec l'enfant, de trouver ensemble un accord qui nous permettrait de situer où en est l'enfant dans sa relation à l'autre, dans sa relation à lui-même, dans sa relation au monde. Et donc, exactement comme avec les l'épluchage des marguerites, et puis peut-être aussi pour sortir des registres quantitatifs, on pourrait donc qualifier, vous voyez, l'enfant a-t-il tendance à s'accrocher, à s'agripper, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. On peut comme ça réussir à penser ensemble les registres, on pourrait dire les registres, comment l'enfant aborde, on pourrait dire, se manifeste dans ses relations à l'autre. Et ces questions nous inviteraient donc à y réfléchir ensemble, quoi. Nous soutiennent aussi la pensée et les représentations pour ne pas, pour réussir à se décoller, se dégager, comme je le disais, des lectures binaires dans lesquelles on sombre très vite. Donc ça, c'est pour le premier registre, hein, le premier monde, le monde du contact, le monde dont l'enjeu, finalement, hein, si on y arrive, si l'enfant arrive à élaborer suffisamment cette angoisse de chute, d'abandon, eh bien, il peut progressivement se porter et arriver à circuler sans trop d'entraves, c'est-à-dire à pouvoir quitter on pourrait dire la figure d'attachement principal pour se porter vers un autre, donc se détacher, et puis en cas de danger, revenir se réfugier dans les bras de cette personne qui tient lieu de figure d'attachement. Et donc ça, on voit bien que c'est la question de la circulation, de l'attachement et du détachement qui va lui permettre progressivement de gagner en autonomie. Alors, le deuxième enjeu fondamental, qui est révélé par les troubles, on pourrait dire, de la perversion, donc peut-être on en discutera tout à l'heure dans ce que je disais tout à l'heure, peut-être s'il y a des questions, essayer de ne pas être trop long sur le timing. Le deuxième enjeu, donc révélé par les troubles pervers, c'est finalement comment réussir à faire confiance. Donc il s'agira là d'élaborer l'angoisse d'intrusion, de trahison que j'ai associées et qui sont pas tout à fait du même registre parce que on ne les dit pas de la même façon quand on est un adulte et quand on est un enfant, qu'on le vit pas de la même manière. Et donc là ici il y a 4 questions qui se rapportent toujours à ces tendances et à ces tendances pulsionnelles. L'enfant a-t-il tendance à demander sans cesse, à ne pas cesser de demander, toujours voilà, dans cette position de celui qui demande sans s'arrêter? L'enfant a-t-il tendance à subir, à se soumettre? L'enfant a-t-il tendance à dominer, à posséder, à maîtriser, au contraire? Ou a-t-il tendance à donner, à offrir? On voit là encore que ces questions, et c'est vraiment important, on doit s'inspirer de ces questions pour élaborer des représentations, pour supporter nos représentations, les échanges qui en découlent. Il n'y a pas de valeur absolue. C'est aussi intéressant de noter que pour cette tendance, c'est à la folie, que pour l'autre, c'est pas du tout. Et ces représentations peuvent changer au cours du temps. Mais on voit que dans les questions qui se posent là, on n'a pas besoin d'avoir un background de psychopathologie, de philosophie ou de sémiotique pour pouvoir répondre à ces questions. C'est-à-dire que là aussi, l'idée, c'était comment réussir, tout en articulant ça à des questions plus complexes,
de structuration psychopathologique, d'anthropologie, eh bien tout à chacun peut participer à cette élaboration. L'idée c'est que personne ne se sente à côté de la plaque vis-à-vis de ces questions et donc peut y réfléchir. Donc voilà, on a le tableau un peu comme on pourrait le présenter. Pour arriver donc au troisième enjeu qui est révélé par les troubles névrotiques, qui est vraiment la question finalement de la liberté et du rapport à la loi en tant qu'interdit fondamental, qui nous oblige à respecter l'autre, à se respecter soi-même, et mais qu'il est nécessaire de transgresser pour s'affranchir. Donc, on pourrait dire l'angoisse qui est relative vraiment à cette question-là, c'est l'angoisse de mort et de punition, qu'il s'agira aussi, encore une fois, d'élaborer par la possibilité, justement, à chaque fois de changer, aussi de ne pas être coincé dans un registre. Hein. C'est ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Si on considère qu'il y a un enfant qui a, par exemple, tendance à s'opposer, à se révolter sans cesse, et qui n'arrive pas à se dégager de ça, on voit bien que c'est à cet endroit-là qu'il faut pouvoir travailler. Et donc, on aura des réponses à fournir en termes de droits et de besoins. On verra, ils sont associés à ces questions. Comme on verra ensuite. Donc là, je présente juste les questions. L'enfant a-t-il tendance à s'opposer, à se révolter, ou au contraire à s'exposer, à se montrer, à protester, a-t-il tendance à se cacher, à s'inhiber, ou à réparer, à aider. Et on en vient maintenant donc là encore, au code, bon, je vais pas reprendre ça. Et puis on en vient à ce dernier registre, révélé par les troubles psychotiques. L'enjeu étant d'être et de devenir soi-même avec l'autre. Je n'ai pas écrit, mais c'est évidemment soi-même avec l'autre. On peut pas faire l'un sans l'autre. Donc l'enfant a-t-il tendance là à se laisser, pardon, j'ai pas parlé de l'angoisse, voilà, de morcellement, de rupture qui est caractéristique, on pourrait dire, de cette question. L'enfant a-t-il tendance à se laisser penser par l'autre, à se laisser envahir, ou à se recroqueviller, à se refermer, à se renfermer, à être dans sa bulle? A-t-il tendance à se dénigrer, à se faire oublier, à disparaître? Ou a-t-il tendance à être partout, à s'éparpiller, à prendre toute la place, à envahir? Toutes ces questions, on n'a pas besoin d'y répondre dans l'ordre. Les avoir sous les yeux, nous laisser penser avec elles, en cheminant ensemble à la recherche de la compréhension de l'enfant qui manifeste cette tendance, nous paraît être une méthode fructueuse d'utiliser cela comme quelque chose d'une procédure systématique. C'est pas du tout le propos. Alors on en vient maintenant, une fois qu'on a posé ces questions et qu'on a pu, si j'en reviens voilà, par exemple à ces questions qui sont posées, on a pu mettre en évidence que l'enfant avait une tendance particulière à je vais le situer du côté du registre du contact. L'enfant a particulièrement tendance à s'accrocher, à garder le contact, à demander de façon exclusive le contact à l'autre. Et ça, il le fait, on pourrait dire, à la folie, d'une certaine façon. Hein, mais il n'arrive pas à lâcher. Vous voyez, il n'a pas du tout, voilà, par contre, il n'a pas du tout la tendance à lâcher. Hein, il n'arrive pas du tout à lâcher, à se détacher. Eh bien, peut-être que, en termes de réponse, on pourrait chercher justement à pourvoir à son besoin d'être porté. Voilà, tout en faisant attention à garantir son droit d'être lâché. Alors j'arrive à la question des droits et des besoins comme réponse aux questions qui se posent. Donc on va voir, il y a deux registres, on va dire deux axes de réponse. Il y a la réponse, on pourrait dire individuelle, et puis la réponse institutionnelle. Donc je vais commencer par les réponses individuelles. Alors, on voit rien, formidable. C'est ici que
on peut prendre quelques moments pour s'arrêter sur cette question des réponses individuelles autour de l'enjeu du contact, pour aider l'enfant à élaborer ses angoisses d'abandon, ses angoisses de chute. Eh bien, nous pouvons faire l'hypothèse qu'il s'agit de pourvoir à son besoin d'être porté, d'être protégé, supporté, encouragé, et ce, dans la durée, et de garantir son droit d'explorer, de partir à la recherche, de lâcher, d'être lâché. Alors on voit que ces droits et ces besoins sont tout à fait coordonnés au registre des tendances pulsionnelles dont on a parlé tout à l'heure. On retrouve ici le besoin d'agrippement, le besoin de maintenir le contact dans les catégories du besoin, les première et deuxième positions dans le circuit pulsionnel zondien, le circuit pulsionnel pour ceux qui connaissent, et puis on retrouve par contre dans les troisième et quatrième positions les droits d'explorer, de partir à la recherche, de lâcher, d'être lâché. Si on ne fait pas, si on fait l'un sans l'autre, ça pose un certain souci. C'est sûr que si on protège l'enfant, qu'on le porte, mais qu'on l'empêche d'explorer, on entrave son droit en tant que sujet de partir, découvrir le monde. Et si au contraire on ne pourvoit pas à son besoin d'être protégé, eh bien il est dans une situation d'abandon, de délaissement, et qui peut entraver son développement. Alors, on peut, si on reprend par rapport au tableau tout à l'heure, on se disait, un enfant qui a tendance à s'accrocher, à garder le contact, eh bien, il pourra se dire, tiens, comment faire pour voir à son besoin d'être porté. Dans l'idée vraiment que l'on suit aussi le symptôme comme solution trouvée par l'enfant pour se sortir de l'épreuve qu'il rencontre. Alors notre travail ne s'arrête pas là, puisqu'on va voir que pourvoir à son besoin d'être porté devra être pondéré ensuite par son droit d'explorer, de partir à la recherche. Il s'agira de comment faire, se réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut l'aider à explorer le monde qui l'entoure, en encourageant d'une certaine façon le passage des droits aux besoins en permanence. J'espère que je suis clair. Alors au contraire, par exemple, si on prend un autre point, si l'enfant a tendance au détachement, à lâcher, à ne pas s'accrocher, à ne pas tenir, il faudra, là aussi, il faudra donc légitimer finalement son droit d'explorer, plutôt que de le reprendre en permanence dans une démarche, on pourrait dire, éducative qui souvent est assez infructueuse dans ces situations d'enfants très insécures. Eh bien, peut-être qu'on pourra légitimer son droit d'explorer, de partir à la recherche, tout en pourvoyant à son besoin de portage, de refuge. Voilà. Alors, en travaillant de façon consciente sur ses besoins et ses droits, on peut espérer qu'il puisse progressivement travailler son attachement et son détachement à l'autre et ainsi pouvoir gagner en autonomie. Dans un autre registre, donc là, avant de terminer, pour proposer un autre exemple, dans un autre registre, on voit ici, vous voyez, on a donc l'enfant a le droit, ça donne un droit, on pourrait dire c'est un métadroit, qui est celui de pouvoir circuler librement tant qu'il ne se met pas en danger. Et c'est comme ça que le cercle de l'autonomie grandit. L'enjeu pour lui, et ça c'est ce qu'on va chercher à réaliser avec lui, c'est qu'il puisse s'inscrire dans les rythmes de la vie quotidienne, dans les rythmes de la vie, dans la ritualisation de la vie quotidienne pratiquée par le groupe auquel il appartient, de façon à se laisser porter, à être porté par ce rythme de cette vie quotidienne qui va le soutenir dans son développement. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas justement à être pris par cette rythmicité. Et c'est un des enjeux du travail thérapeutique, mais aussi d'accompagnement, même si on n'est pas dans un travail thérapeutique spécifique. Alors si on reprend ici, par exemple, on travaille maintenant sur le registre plutôt de la question dans l'enjeu, c'est la question de comment soutenir l'enfant pour qu'il puisse faire confiance à l'autre. S'il ne peut pas faire confiance, il risque toujours de se sentir dans une grande
peur vis-à-vis de l'autre, avec donc une peur d'être trahi par l'autre. Donc l'impossibilité de pouvoir faire confiance empêche toute relation de ce qui sait. Et donc pour faire confiance, eh bien il faut pourvoir à son besoin d'être aimé, d'être considéré, d'être estimé, de recevoir une certaine affection, et en même temps de garantir son droit de posséder, de maîtriser, de donner et d'offrir. Alors là, on voit que souvent des enfants qui ont des parcours comme ça, parfois liés à la maltraitance, à des abus, etc., peuvent se sentir très vite persécutés par l'autre, ont beaucoup de mal à faire confiance, et ils ont besoin, dans la clinique comme quotidienne, on l'observe assez facilement, de maîtriser, de dominer, et c'est quelque chose qui est assez mal supporté par les équipes qui les accompagnent. Et bien là encore, on peut finalement reconnaître cette tendance comme un droit et légitimer ce droit de posséder, même de maîtriser. Mais en cherchant, en même temps qu'on le légitime, du coup qu'on lui donne finalement, on le connote de façon positive, cette solution qui est trouvée par l'enfant, eh bien on va chercher aussi à pourvoir à son besoin d'estime, de considération, c'est-à-dire à partir de ce qu'il est capable de réaliser, eh bien on pourra aussi il pourra recevoir une certaine estime de nous-mêmes. Qu'il sera d'autant plus capable d'accepter, souvent c'est des enfants qui ont beaucoup de mal à accepter les compliments par exemple, si on légitime leur droit de maîtriser par exemple. Donc on voit que c'est une démarche un petit peu à la fois tout à fait une démarche, une certaine ligne, mais c'est une démarche qui peut être un peu contre-intuitive par rapport à la façon dont on peut spontanément comme ça réagir vis-à-vis des enfants que l'on accompagne. Alors de même ici, pour s'affranchir, se respecter, on a un droit dont l'enjeu, voilà, de se respecter, eh bien, on doit pouvoir garantir le droit de protester, de s'opposer, de s'exprimer légitimement. On a le droit de protester, mais on a aussi besoin d'intimité, de consolation, de soins. Et donc là, ici, il faut soutenir l'enfant quant au fait de... je sais pas ce que j'ai marqué derrière. Ah oui. Donc j'y reviendrai après. Là, ici, finalement, c'est comment le métadroit aussi, c'est comment aider l'enfant à faire part de son avis, de ses opinions et à prendre part aux décisions qui le concernent. Alors ça, c'est très en lien avec l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui situe que les enfants doivent participer aux décisions qui les concernent. Et c'est vrai que dès lors qu'ils participent, ils peuvent, d'une certaine manière, régler leur rapport à l'autre, à la fois en faisant des propositions qui comptent pour eux et en même temps en réussissant progressivement à composer avec l'autre. Ils passent de l'opposition à la composition. Donc ça, c'est un travail absolument nécessaire à réaliser avec eux, de garantir, voilà, comme chez l'enfant, de légitimer finalement son droit lorsqu'il proteste, lorsqu'il s'oppose, lorsqu'il est en colère, mais aussi de pourvoir à son besoin de consolation et d'intimité, probablement parfois dans un second temps, s'il est capable d'accepter, de l'accueillir. C'est comme ça qu'il va pouvoir progressivement élaborer ses angoisses de mort, qui se traduisent d'une autre manière par des angoisses de punition, de châtiment. Enfin, donc ici, pour être et devenir soi-même, eh bien, nous pouvons travailler à pourvoir aux besoins d'écouter et de ne pas prendre toute la place, et au droit de prendre la parole, d'avoir une place, d'être écouté et compris. C'est absolument, alors c'est aussi intéressant de situer ça comme là ici d'un registre de droits et de besoins. On a le droit d'écouter, d'être écouté, pardon, le droit d'être écouté et d'être compris, et le besoin d'écouter. Progressivement, l'enfant va apprendre finalement pour situer sa place avec l'autre et
sa place en articulation avec l'autre, de à la fois prendre sa place et de ne pas prendre toutes les places. Donc il a le droit de voir ses opinions prises en considération et qu'elles soient suivies des faits, et il doit savoir apprendre de l'autre, l'écouter, être capable de lui venir en aide pour ensuite exercer, alors ça c'est vrai pour l'enfant, mais c'est vrai pour l'adulte aussi, être capable donc d'exercer une certaine responsabilité vis-à-vis de l'autre. Alors, on en arrive à la question maintenant, puisque ça ce sont des propositions pour des éléments de réponse sur un plan individuel pour nous permettre de nous orienter quant au travail à réaliser avec l'enfant qui nous met en difficulté et qui a besoin qui s'appuie, enfin, qui peut s'adosser sur les adultes qui l'accompagnent. Et maintenant, on en vient à ces réponses, on pourrait dire sur un plan individuel, ne seraient rien sans des réponses institutionnelles à mettre en œuvre dans le même temps. Alors, étant donné que, comme nous dit Winnicott, un bébé n'existe pas seul, on le sait, personne n'existe seul. On peut pas venir, on peut pas prendre soin d'un enfant sans prendre soin du milieu familial dans lequel il se trouve, sans prendre soin et interroger le milieu institutionnel dans lequel il vit. On pourrait dire donc ça c'est un premier appui, Winnicott, et puis il y a aussi toute l'expérience de la psychothérapie institutionnelle qui a bien mis en évidence, notamment à partir de l'expérience de Saint-Alban dans les années 1940 avec Toscaïès, qu'en prenant soin du milieu, eh bien, il y avait des phénomènes institutionnels comme ceux de la violence ou l'hébétude qui disparaissaient. Et de ce constat est né le fait qu'effectivement, on ne peut pas soigner les patients si on ne prend pas soin de l'hôpital. Donc on ne peut pas faire de la clinique sans considération pour la vie politique, hein, la vie des uns des autres ensemble, sans avoir une approche en même temps sociale et compréhensive du milieu dans lequel les personnes se trouvent. Donc on marche comme ça sur deux jambes, clinique et politique, l'une n'allant pas sans l'autre. Donc la réponse individuelle est nécessairement associée à une réponse plus, on pourrait dire, institutionnelle. Les réponses institutionnelles qui sont décrites ici sont articulées à chaque fois aux différents registres existentiels dont on a parlé jusqu'à présent. Le premier axe de travail est la question de la continuité. Donc encore une fois, l'enjeu étant de se porter au mieux, bien se porter, il faut voir si c'est très adroit comme formulation, peut-être pas, se porter au mieux est peut-être plus juste. Eh bien, l'axe de travail qui pourrait être partagé par un ensemble d'adultes autour de l'enfant est celui de la continuité. Il nous semble absolument indispensable de pouvoir être attentif au moment de transition, à la ritualisation de la vie quotidienne, au moment de vide, de vacances, ou encore au temps dit informel, qui sont autant de moments d'où peuvent surgir les angoisses d'abandon, de précipitation, de chute sans fin, entraînant des vécus de détresse majeure, se manifestant par une profonde désorganisation, peut aller jusqu'à des phénomènes parfois malheureusement qualifiés de violents, de façon un peu hâtive, là où en fait on a finalement, même s'ils sont grands, ou même adolescents, on a l'impression de voir encore des bébés complètement désorganisés, en proie à ces angoisses de chute sans fin. Avec des conduites d'agrippement notamment qui vont pouvoir manifester, ou des organisations avec des phénomènes d'hyperextension que l'on repère assez bien chez ces enfants-là. Alors, si l'enfant évidemment vit dans un collectif, en fait souvent les enfants qui ont des grandes difficultés ont beaucoup d'adultes autour d'eux, il sera exposé à une forme de discontinuité du fait par exemple des roulements professionnels, et dans ce cas il y a un impératif de construire des substituts de remplacement qui permettent à l'enfant d'élaborer des représentations stables et durables pour lui permettre d'intérioriser un sentiment de continuité interne. L'attention à l'ambiance qui va être finalement l'équivalent, hein, l'ambiance est au collectif ce que l'humeur est à la personne.
L'ambiance est quelque chose auquel il faut prêter une grande attention. On ne peut pas travailler directement sur l'ambiance, on peut travailler en y prêtant attention de façon à ce que l'ambiance soit suffisamment bonne. Elle dépend aussi de la qualité des liens qu'on est capable de tisser entre nous. Et elle participe de ce portage en continu qui va assurer tout un chacun de sa présence au monde. C'est vraiment l'ambiance qui va garantir la continuité d'un monde qui soutient et supporte les allées et venues de l'enfant, son exploration et sa possibilité de refuge. Donc la continuité nous semble être un axe tout à fait indispensable sur lequel travailler, et ce, quelles que soient donc les positions professionnelles, les spécialités de chacun. On peut en parler avec les parents sur comment ça se passe pour le lever, comment ça se passe au coucher, mais on peut aussi en parler avec les professionnels qui accueillent les enfants sur des temps de jour. Comment se passe l'arrivée, comment se passe le départ, comment se passe quand il quitte un atelier pour en trouver un autre, comment il arrive au repas, comment il sort du repas. Tous ces petits moments-là sont des moments de grande fragilité chez les enfants, éprouvés par cette angoisse d'abandon et de chute sans fin qu'ils ont beaucoup de mal à élaborer. Le deuxième axe de travail est celui de la médiation. Alors, on peut, voilà, pour pouvoir faire confiance, comment faire pour ne pas être pris dans une relation de face à face qui pourrait être très vite insupportable et nous réveiller en nous des sentiments, en l'enfant aussi, donc du coup des sentiments de persécution. Il nous s'agit donc comment travailler de façon à trianguler notre relation à l'enfant, de façon à ce que l'autre, je parle toujours de l'enfant parce que c'est à partir de l'enfant que j'ai travaillé, mais je pense que ça pourrait s'étendre. Comment l'autre peut ne pas être soumis au caprice du maître, à la fantaisie du maître, comme on pourrait dire. Donc cette nécessité de triangulation, elle répond à l'angoisse d'intrusion propre au registre sexuel révélé par les perversions. Donc ces angoisses peuvent se déclencher des sentiments profonds de persécution contre lesquels le sujet se protégera, soit en fuyant, soit en attaquant. Et élaborer cette angoisse est absolument fondamental pour parvenir à faire confiance à l'autre. Donc sur le plan institutionnel, on pourrait dire l'axe de travail, c'est de permettre, si vous voulez, qu'on ne s'occupe plus des enfants, mais qu'on s'occupe du cadre qui va lui-même s'occuper des enfants. Il y a à l'école de la Neuville qui travaille en référence à la pédagogie institutionnelle, ils disent nous, on s'occupe pas des enfants, on s'occupe de l'école, et c'est l'école qui s'occupe des enfants. C'est une façon de dire, en fait, il y a quelque chose entre nous qui permet de ne pas être sur le dos de l'enfant. On a une attention. Vous voyez, c'est le principe, vous pourriez dire l'attention conjointe, c'est qu'est-ce qu'on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir tisser ensemble, mais sur quoi on va porter notre attention ensemble. Donc on est l'un à côté de l'autre et non pas l'un en face de l'autre. Cette nécessité de la médiation, elle est absolument fondamentale. Alors on peut entendre la médiation, bien sûr, la médiation du langage, mais elle ne suffit rarement. Et il faut pouvoir trouver d'autres types de médiation, et la médiation par l'élaboration, par exemple, d'un cadre de travail, par l'élaboration de la vie quotidienne à la maison, par exemple, peut nous permettre de se dégager des relations d'emprise, des relations de face à face et d'emprise que l'on peut vivre avec l'autre. Et donc progressivement soutenir le sujet dans l'élaboration de ces angoisses d'intrusion pour lui permettre de faire confiance. Faire confiance, c'est bien distinct de avoir confiance. Avoir confiance, ce serait comme être toujours en position comme ça d'objet qui recevrait, voilà, qui aurait confiance de façon quelque chose qui serait dans lequel il serait pris, mais là il s'agit finalement aussi d'une position de sujet, d'un travail que l'on réalise pour
se confier et se confier à l'autre. De même, dans le travail que l'on peut faire, eh bien, ça nous permet aussi de n'être jamais seul, en tout cas, hein, puisqu'il y a toujours d'autres que nous sur lesquels on peut s'étayer. Hein, on n'est pas prisonnier dans une relation duelle symétrique avec ce danger d'abus de pouvoir, qu'il soit, hein, vous voyez, d'un côté ou d'un autre. Le troisième axe de travail, c'est celui de la participation, dont je faisais référence à ce mot et à l'article 12-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est comment soutenir, comment permettre les enfants, mais tout un chacun, puisque ça c'est une question proprement, on pourrait dire, très démocratique, comment permettre que nous puissions participer aux décisions qui nous concernent, comment faire pour qu'effectivement nous puissions faire des propositions, prendre des décisions et mesurer ensuite les effets de ces décisions sur notre vie quotidienne et sur celle d'autrui. Donc de penser aussi les conséquences de nos actes. Proposer, décider, composer avec les autres permet effectivement d'organiser la vie affective et relationnelle en élaborant l'angoisse propre au registre paroxysmal des névroses, à savoir l'angoisse de mort, de châtiment ou de punition. Rien de mieux pour mettre au travail ces problématiques névrotiques, d'organiser quelque chose à plusieurs, puisque dès lors qu'on organise quelque chose à plusieurs, eh bien, on doit s'accorder avec l'autre, composer, faire avec, en même temps, donc soutenir son désir et celui de l'autre. C'est quelque chose qui nous permet de sortir des conduites, on pourrait dire, d'opposition et d'inhibition. Seule solution parfois défensive à notre disposition si nous n'arrivons pas suffisamment à élaborer l'angoisse de mort. Donc concrètement, la mise en œuvre, par exemple, de réunions à titre de conseil, que ça soit dans les classes, peut-être dans les familles aussi, dans les institutions dans lesquelles les enfants sont, les jeunes sont, permettrait de faire entendre leur voix et de participer aux décisions qui les concernent. Et en cela, on peut c'est une façon de soutenir cet enjeu chez l'enfant chez le sujet de l'affranchissement de sa liberté tout en respectant l'autre. Enfin, le dernier enjeu, qui est celui dont on disait d'être et devenir soi-même, correspond à la question de la mise en récit, la narrativité. Et là, en fait, effectivement, c'est bien en reconnaissant, en reconnaissant ses affiliations et ses appartenances que le sujet peut être à la fois, ça c'est plutôt à l'adolescent qui pourra le réaliser, mais reconnaître qu'il est à la fois le produit et l'auteur d'une histoire à venir. Il est à la fois le produit, c'est-à-dire il doit se réapproprier son héritage, cette histoire qui est la sienne, et qui a fait ce qu'il est aujourd'hui, et tout en étant d'une certaine, en s'inscrivant, en devenant capable d'une certaine manière de mettre en récit sa vie, de devenir l'auteur de sa propre histoire pour construire le fil de son identité. Son histoire articulée à d'autres histoires, à celles des autres aussi, et au groupe auquel il appartient. On voit bien que là, il y a encore toujours l'enjeu de sa place et de la place de chacun vis-à-vis des autres, en lien et articulé avec les autres. Une place singulière articulée au collectif. Ici, donc, c'est vraiment comment soutenir l'enfant, l'adolescent, dans la mise en récit de ses expériences, qui va lui permettre de l'accompagner à être et devenir lui-même. Tous les moyens que l'on a à sa disposition peuvent être tout à fait donc mis en œuvre de façon à soutenir l'enfant dans l'élaboration de sa parole et dans l'élaboration des angoisses de rupture. Je parle d'angoisse de rupture à cet endroit puisque très souvent on le situe, si je dis par exemple ce soir
Si je dis à Serge, il faut que je te parle, peut-être qu'il va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut Antoine, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise ou je sais pas quoi. Donc en fait, en effet, il y a la question de la menace de rupture possible. Dès lors qu'on se met à parler à l'autre. Parler, c'est donc à la fois articuler donc à la fois ce lien et cette différenciation, à la fois cette conjonction et cette disjonction. Voilà. Alors, bon bah voilà, je suis arrivé au terme de ma présentation, en espérant avoir été à peu près compréhensible. L'idée étant maintenant de discuter ensemble, puisque c'est quand même l'enjeu de ce séminaire, et d'essayer de voir ensuite quels échos ça rencontre chez vous, et peut-être aussi peut-être le resituer dans une perspective anthropologie clinique, comme c'est ce qui se passe, puisque c'est ce à quoi nous réfléchissons ensemble aujourd'hui. Voilà, merci à vous de votre attention. Merci à toi, Antoine, pour cet exposé. Enfin, je te l'ai déjà dit parce qu'on a eu l'occasion de parler de ce travail-là. Tu arrives à tenir à la fois le fondamental zondien, l'anthropologie clinique, la question des besoins de l'enfant. Tu ajoutes une nouvelle dimension avec les droits fondamentaux et tu aboutis à la fois à une méthode d'évaluation, pour ne pas dire diagnostic, et avec des réponses orientées, concrètes, qui peuvent transcender à la fois le sanitaire, le social, l'éducatif, et même qui peuvent inspirer les thérapeutes de famille dans leur travail avec les parents et les enfants. Donc c'est voilà, une magnifique contribution, et j'espère qu'on va pouvoir discuter de tout ça. Juste un tout petit truc concret, est-ce que tu pourrais ne plus partager l'écran de manière à ce qu'on puisse avoir sur les... Ouais, ouais, tout à fait. Hop. qu'on retrouve notre mosaïque, nos participants pour la discussion, de voir un peu tout le monde, ça sera plus efficace et plus sympathique. Je ne sais pas, est-ce que déjà, d'ores et déjà, il y a quelqu'un qui a une question qui lui brûle les lèvres? Moi, j'ai une question. Alors, Est-ce que vous m'entendez? Ah. Je vous entends, moi. Ouais, moi j'ai une question. Par rapport à tout ce que vous énonciez vis-à-vis des règles, enfin, de confiance. Déjà, merci pour votre présentation, excusez-moi. Non, ça c'est. Et du coup, ouais, je suis étudiante en master interculturel. Et du coup, en fait, du coup, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir selon aussi les paradigmes interculturels. Et du coup, je me posais la question aussi, est-ce que la dimension culturelle, elle ne va pas aussi façonner cette confiance dont vous parlez, cette mise en confiance, ces lois qui vont étayer l'enfant, enfin avec laquelle on va étayer l'enfant, enfin l'étayage va s'effectuer, pardon. Et comment dire, et tout ce truc de l'enculturation. Et du coup, voilà, est-ce que ça va pas, voilà, l'élément, la dimension culturelle va pas aussi façonner le système de sens pour l'enfant et durant l'enculturation et sa socialisation. Et du coup, est-ce que du coup, comment dire, en fonction des cultures finalement, est-ce que ça va pas justement venir modéliser tout ce langage, toute cette production dans la mise en confiance, dans tous ces principes énoncés qui pour moi, du coup, sont un peu universalistes. Et du coup, est-ce que c'est pas, comment dire, du coup, un peu ethnocentré de penser l'enfant d'un prisme, comment dire, occidental, si j'ai envie de dire? Euh, euh, alors je sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que par exemple la question de faire confiance, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait ethnocentré, c'est ça? Non, sur la manière de faire confiance, enfin, ce que je veux dire par là, c'est toute comment dire,
quand vous parliez justement de la révolte, se montrer, se cacher, à s'inhiber, enfin euh, toutes ces questions-là, je sais pas si je suis claire en fait. Est-ce C'est que je toute peux la essayer de partie. vous aider Oui, je veux bien, mais en fait, J'entends ou je comprends qu'il y a une sorte de tension, mais qui est assez classique avec les personnes qui sont formées à l'interculturel, d'une certaine forme de résistance aux propositions universalistes telles que l'anthropologie peut les formuler. Et je ok, crois qu'il y a deux niveaux en fait. Il y a un niveau qui est de comprendre l'universel dans la diversité des cultures, c'est-à-dire oui, on ne saisit l'universel que dans la diversité, dans la diversification. Et mhm, je vous invite à écouter le prochain séminaire avec Jean Lassègue, qui va parler d'anthropologie clinique et qui va justement traiter de cette question de la diversification en anthropologie. Et après, il y a un autre niveau qui est, je crois que ce que Zondi, Scott, à partir de la psychiatrie, mettent en évidence, ce sont des universaux existentiels. Et donc, je crois qu'il faut essayer de penser et l'universalité existentielle des questions qui sont révélées par la psychopathologie, et en même temps, ce que vous soulignez fort justement, c'est-à-dire comment ça se manifeste différemment dans différentes cultures. oui, c'est ça. Mais je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre, d'un côté, ce qu'a saisi l'anthropopsychiatrie dans ces questions existentielles universelles, et puis ce que saisissent les ethnos, c'est-à-dire la diversification de ces manifestations, de ces questions existentielles, et qu'elles vont se manifester dans des cultures différentes, de manière différente. Mais pour autant, les questions qui ont été saisies, la question de la confiance, la question de se porter, la question d'être soi-même, etc., sont des questions qui, de notre point de vue, sont des questions universelles. Oui, non, mais j'avais trouvé vraiment intéressant tout l'axe sur la co-construction, justement. Et comment dire, et pour moi, j'ai pensé justement au contact des cultures et à la production, par exemple, de l'interculturation, justement, de l'enfant voilà, qui est en contact d'une culture différente, qui a un système de sens différent, et du coup, qui va venir réinterpréter par sa créativité, sa singularité, et vraiment au niveau de son étayage, de son enculturation, de sa socialisation, voilà, organiser ce tout-là. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me posais la question de ces universaux, parce qu'on part de l'universel vers le spécifique, on revient au sujet. Et du coup, pour moi, il y a, comment dire, une nuance qui se perd un peu dans l'universalisation, je ne sais pas si je peux dire ça, mais dans le côté un peu universaliste des règles. Je sais pas. Je... Moi, je sais pas. Enfin, je pense que je, je rejoins tout à fait Serge dans sa présentation, mais l'avantage en fait d'avoir ces éléments-là, c'est comme si c'est vraiment l'idée de d'avoir un système qui nous permet de penser. En fait, c'est des éléments de construction. Mhm. Et à partir de ces éléments-là, toutes les compositions sont possibles. Ça, si on reprend par exemple la métaphore souvent utilisée sur la question de l'octave pulsionnelle et tout ça, c'est finalement se dire bon, c'est comme sur les notes de musique d'un piano. Mhm. En fait, il y a 8 notes et en fait toutes les mélodies sont possibles. En fait, il y a des mélodies infinies possibles. Donc en fait, c'est ce qu'on se disait, c'est que à partir de ces universaux, la, la création et l'expression, la manifestation de chacun est toujours une singulière invention. Il n'y a pas de, tout est dans des rapports de combinaison. Simplement, le fait est que de pouvoir situer comme ça des questions existentielles, encore une fois à partir de registres psychopathologiques, voilà, c'est ça nous permet de mieux situer ce qu'il en est pour l'autre et peut-être justement de pouvoir l'accompagner au mieux. C'est-à-dire comment nous-mêmes on va se mettre au travail par rapport à ces questions qui se posent. Et moi je trouve que dans la clinique c'est très aidant parce que on peut très rapidement comme ça en venir aux questions qui sont sous-jacentes. D'accord. Euh, et je crois que ou par exemple à partir notamment des angoisses, hein, et ça parle beaucoup, ça parle beaucoup aux gens. C'est aussi comment trouver les mots qui nous permettent de parler ensemble, de se comprendre, tout en étant capable de le rattacher
à d'autres dimensions théoriques, voilà. Hein, parce que comme ça approfondit aussi notre lecture, finalement. Merci. Moi, j'entends dans la question d'Imanis, c'est que les besoins peuvent être universels, mais la question parce qu'elle parlait de règles, la question des droits l'est peut-être beaucoup moins. Et Oui. à ce sujet, moi, j'avais une remarque à faire. D'ailleurs, c'est lors d'un colloque que j'avais organisé, il y a un politologue qui exprimait que l'idée d'exprimer que les enfants ont des droits, c'est une idée pour le coup très ethnocentrée, sachant qu'en réalité, les enfants n'ont pas de droits puisqu'ils sont mineurs. Les parents ont des devoirs. Donc ça, c'est un exemple de dérive possible de l'universalisme, j'ai l'impression. Ouais, bah, c'est-à-dire que les droits, moi, je te rejoins complètement. C'est-à-dire, en effet, les droits, c'est quand même une invention plutôt du monde occidental, donc c'est un point de vue ethnocentré. Maintenant, sur ce qu'on, comment nommer d'une certaine manière. Donc, de toute façon, c'est quand même un outil qui nous permettrait de travailler dans le monde occidental avec les autres personnes. Hein. C'est quand même là-dessus, il y a une espèce de convention aujourd'hui qui peut nous aider à travailler ensemble. Après, sur finalement les enjeux propres à, les enjeux propres, on va dire existentiels, la pourvoyance aux besoins, alors je sais pas comment on pourrait l'appeler, aux besoins d'être porté et au droit d'explorer. Alors je sais pas si on peut appeler ça un droit, mais on peut aussi dire, ben voilà, comment lui permettre d'explorer. Et à ça, c'est des enjeux qui sont, à mon avis, fondamentaux à soutenir. Ouais. Par exemple, si Mais on je trouve peut... que c'est... Ouais, pardon. Non, non, c'est compliqué avec le distanciel de savoir qui veut prendre la parole parfois. Par exemple, si on part sur carré sémiotique du devoir, ce qui va se formuler, c'est pas le droit des enfants, par exemple, à explorer, c'est l'autorisation que les parents donnent à l'enfant d'explorer. Alors, j'ai peut-être l'air de jouer sur les mots, mais ça fait une grosse différence. Tu peux répéter? Donc, si on prend le carré sémiotique du devoir, qui est un grand classique du carré sémiotique, c'est le tout premier que Grémas ait tracé avec l'aide de François Rastier. L'idée, ça ne va pas être que les enfants ont le droit, par exemple, d'explorer, ça va être que les parents autorisent l'enfant à explorer. Et donc, c'est un point de vue qui est... Je peux avoir l'air de jouer sur les mots, ou avec Grémas et Rastier, mais c'est une grosse nuance, en fait. En fait, posé comme ça, on resterait dans une logique qui est une logique de besoin. C'est-à-dire que l'enfant a et besoin d'être porté et besoin d'explorer. Et qu'au Mais fond, peut la question... avoir l'impression que ça lui est interdit d'explorer. Et donc, il appartient aux parents, de par leur autorité parentale, d'autoriser à un moment donné l'enfant à faire quelque chose qui pourrait croire lui être interdit. Oui, je pense que ça vient... le point de départ d'Antoine, c'est le fait de penser la question des besoins comme une façon de poser l'enfant comme objet, et le fait de réintroduire la question du droit comme étant une façon de remettre l'enfant en tant que sujet de droit. Et je me dis, voilà, comment est-ce qu'on peut penser cette question-là d'une manière qui ne soit pas simplement droit de l'homiste ou anti-droit de l'homiste, anthropocentré ou ethnocentré ou pas anthropocentré, mais en termes cliniques. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant pour nous de penser que l'enfant n'aurait pas que des besoins dont il serait objet, traversé par, mais qui deviendrait aussi sujet, parce qu'il aurait des droits en tant que sujet. Et est-ce que ceci est utile pour la clinique? J'ai l'impression que c'est ce que Antoine soutient. Il dit, en fait, besoin, ça le met en position d'objet, droit, ça le remet en position de sujet, et du coup, nos vecteurs pulsionnels, on va pouvoir les mettre en tension. D'un côté,
il a besoin d'être porté, de l'autre, il a le droit d'être lâché une fois. Est-ce que cette opposition-là qu'il propose a une utilité pour notre clinique quotidienne, en fait? C'est un peu la question. Il y a une autre remarque aussi dans le prolongement des deux séminaires, webinaires précédents, c'est que tu avais relevé, Serge, le point de départ de la sémiotique, c'est la question de la disjonction, hein. Et en fait, il y a deux sortes de disjonctions. Il y a les oppositions, relations de contrariété, et il y a les négations, relations de contradiction. Et donc, les besoins et les droits ne se formulent pas de la même manière à cet égard. C'est-à-dire que le besoin, on a plus ou moins besoin. Il y a des degrés dans le besoin. On est sur une opposition entre le besoin et je ne sais pas très bien quoi, la satiété, par exemple. Alors que le droit, c'est soit on a droit, soit on n'a pas droit. Ça, c'est vraiment binaire. C'est une relation de contradiction. Donc, on est sur deux logiques différentes, en fait. Ça pourrait s'articuler dans un cas. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de le faire, mais en tout cas, on est sur deux logiques différentes. À cet égard, d'ailleurs, il y avait le bien et le mal, la compétence et l'incompétence, etc. Tout ça, c'est des oppositions, en fait. Alors que la question du droit, alors qu'on parle de droit ou d'autorisation, peu importe, là, on est sur une logique qui est vraiment binaire. Ce n'est pas un clivage qui transforme une opposition en négation, c'est un vrai binaire. Le binaire qu'on trouve dans le droit, par exemple. Dans le droit, donc au singulier, le droit commun. C'est la différence entre la morale et l'éthique aussi. Ok. Mais tu penses que d'un point de vue clinique, du coup, ça ruine la pertinence de la proposition d'Antoine? Ah non, pas du tout, non, non, ça précise. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nicolas, il veut dire quelque chose, non? Ah oui, Nicolas. Mon micro, voilà. Par rapport à cette question des universels, j'avais une question toute pratique et clinique à Antoine. Au fond, si on parle de l'idée, comme tu l'as dit, Antoine, que ces 8 syndromes hein, peuvent être retenus comme des universels, et donc à partir de là, tu élabores toute une grille de questions. Une validation, me semble-t-il, toute concrète de cette universalité pourrait être, dans la réponse à apporter à ceci, au fond, quand tu partages tes questions avec tes collègues, est-ce qu'il y en a plusieurs qui disent, oui, mais moi, il me semble qu'on pourrait se poser cette question-là par rapport à cet enfant. Et au fond, cette question, tu n'arrives pas à la caser ou bien tu arrives à la reprendre et la resituer par rapport à ces 8 types de questions. Ou bien, je dirais, est-ce que parmi tes collègues soignants, tu as des gens d'autres cultures et qui, par rapport à ces questions, vont te dire, oui, mais ça, moi, il me semble que je poserais une question un peu différente. Ou, encore autre chose, avec un enfant d'une culture différente, est-ce que ces questions conviennent aussi bien qu'avec un enfant d'une culture occidentale? Tu vois, ça serait de voir sur le terrain, est-ce que tu as rencontré des résistances, entre guillemets, qui alors, si elles sont liées d'une certaine manière, pourraient dire, ah, mais cette universalité, voilà. Merci Nicolas pour ta question. Alors je dirais en fait j'ai été plutôt surpris de l'accueil qui a été réservé à des collègues. Je l'ai proposé à deux équipes différentes et avec lesquelles j'ai des liens, on va dire, très différents. Il y a une équipe avec qui c'est très facile de travailler et l'autre pas du tout. Alors et pour autant l'accueil a été favorable, enfin vraiment dans les deux cas. Ça a vraisemblablement, enfin, les séries de questions ont parlé, en fait, parlent très bien à chacun. Donc ça, je trouve que ça, c'est plutôt encourageant comme outil, mais je trouve que ça serait à développer, voir un peu ce que chacun peut réussir à en faire, comment il l'expérimente et tout ça.
Après, par rapport à la question que tu poses, bah, c'est vrai que je me souviens, il y a une question notamment qui me semble liée, je pense, à la façon dont un enfant se disqualifier, se nier, se dénigrer, etc. Et alors en fait, il y avait finalement, on pourrait dire, des questions qui se posent, mais qui me semblent être souvent des alliages en fait entre des espèces d'amalgames entre deux questions, par exemple. Et on peut s'appuyer sur les questions pour essayer de distinguer en fait les registres, peut-être les registres. En tout cas, on a plutôt été, ça a plutôt soutenu la pensée que ça ne l'a entravé. Et le nombre de questions paraît en fait assez très important. En fait, souvent dans l'élaboration, on s'arrête sur quelques questions. Euh, Même si on prend 1 heure et demie par exemple pour travailler sur une situation clinique d'un enfant, on prend quelques questions, c'est quelques questions qui viennent, qui disent ah oui tiens, en effet pour cet enfant-là, c'est vraiment de ça dont il s'agit quoi. Et puis souvent les collègues abondent en disant bah oui, alors comment on pourrait penser aussi ce registre-là, parce que ça permet aussi de situer ah oui mais pourquoi on parle pas des autres? Pourquoi pourquoi il y a que ça qui apparaît? Par exemple son besoin d'agrippement, qu'il est tout le temps collant, qu'il est tout le temps là. Bah oui mais qu'en est-il de sa relation? Je sais pas, par exemple, en termes de protestation, d'opposition. Et on voit que ça permet justement de soutenir des dimensions qui passeraient inaperçues. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt ça qui se passe avec cette série de questions. Je sais, j'ai pas eu l'expérience de travailler avec des gens qui seraient tout à fait d'une autre culture, radicalement différente, quoi. Pas suffisamment différente, en tout cas, pour remettre en question ce truc-là, quoi. Après, voilà, enfin l'idée encore, c'est des points d'appui, hein, c'est pas, voilà, ouais, pardon. On avait la même question sur la question de ce qu'on a fait sur la pourvoyance et des besoins fondamentaux. Notre collègue qui est plus directement sur les questions d'altérité culturelle, Jonas, qui n'est pas là ce soir, quand il utilise les besoins fondamentaux, il se pose des questions avec certaines familles de cultures différentes. Et en même temps, l'idée, c'est comment est-ce que ça peut se reformuler. Mais ça ne remet pas en question le besoin en tant que besoin fondamental, mais plutôt en termes de formulation. C'est-à-dire on retrouve la question de la diversification et de l'universel. C'est-à-dire on a bien un besoin qui est fondamental, mais ensuite on a une formulation qui peut être effectivement sémantiquement un peu différente d'une culture à l'autre. Donc je pense peut-être qu'on aura la même question avec ton travail, c'est-à-dire comment peut-être euh, préciser les choix des verbes ou les choix des adjectifs que tu as sélectionnés et de voir en fait peut-être comment ça peut se reformuler dans d'autres cultures. Mais bon, là c'est encore un autre job quoi, à faire. Mais moi j'ai pas de doute sur la question anthropologique. Effectivement, il peut y avoir des questions sur la formalisation sémantique. J'ai une question aussi, s'il vous plaît. Est-ce que tout ça servirait pas, enfin ces universaux là, est-ce que ça viendrait pas soutenir aussi la fonction contenante justement à l'enfant dans, dans son étayage? On vous entend pas très très bien. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Voilà, je me posais la question, est-ce que ça viendrait pas servir aussi la fonction contenante de tous ces universaux là, justement dans la construction de l'enfant par rapport à son moi, le, le fait de comment glisser comme ça un rapport avec l'adulte de confiance. Et du coup, est-ce que ça ne viendrait pas soutenir justement, enfin vous parliez de loi, je le comprends aussi en termes philosophiques, euh, parce que tout ça c'est contenant. Et du coup, pour parler en termes cliniques, du coup, et ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette lecture à avoir? moi
comme ça, première impression que j'ai par rapport à la question que vous posez, c'est que je pense que cette lecture-là nous permet d'être contenant en effet pour l'enfant. C'est ça. C'est pas tellement de son côté à lui, mais du nôtre, quoi. C'est-à-dire, en effet, comment nous, ça nous contient, ça nous aide, ça nous soutient pour soutenir l'enfant dans son déploiement. Mmh. Euh, en situant à chaque fois, voilà, comment réussir à avoir une lecture qui est à la fois suffisamment complexe et suffisamment simple pour nous sortir des registres dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les registres un peu binaires, là, on a rappelé tout à l'heure, voilà, c'est bien, c'est pas bien, voilà, c'est mal, comment on peut sortir de ces logiques-là pour arriver à se poser ensemble des questions, et là en tant qu'adulte, pour soutenir l'enfant qui grandit. Je pense que aussi l'avantage de ces questions, me semble, c'est parce que tout à l'heure Serge en a parlé, c'est on pourrait dire oui, c'est une évaluation, on pourrait essayer une forme de diagnostic. C'est-à-dire c'est comment co-construire en fait des représentations qui soutiennent et qui contiennent l'enfant dans son déploiement, qui l'entravent pas d'une certaine manière. Parce que souvent le problème du diagnostic, c'est que ça se résume ou ça se fige ou ça a une image qui finit par entraver le déploiement, quoi. On a une question dans la salle. Moi, j'avais une question par rapport à déjà l'expérience dont vous avez témoigné sur le fait de partager ces questions avec différentes équipes. Et forcément, comme on a parlé du kit sur la pourvoyance des besoins et comment on utilise ce support avec les familles, moi, ma question, c'était est-ce que vous avez pensé à peut-être expérimenter ces questions avec des familles ou peut-être est-ce que vous l'avez déjà fait? Je l'ai pas fait directement avec les familles. Par contre, comme je commence à être un peu, on va dire, habité par toutes ces questions, ça m'arrive aussi de les poser finalement avec les familles. Mais moi, je trouverais ça hyper intéressant que, par exemple, dans le cadre de réunions avec les familles et avec les professionnels, en fait, on se pose ces questions-là ensemble. En fait, moi, je trouve que ça serait très aidant en fait pour que chacun se mette à avoir une espèce un appui commun sur lequel chacun peut avoir à penser quelque chose. Donc moi je verrais tout à fait enfin c'est quelque chose à faire grandir, quoi, hein, voilà. Oui, tout à fait. Les thérapeutes de famille pourraient se saisir de ça aussi comme, je sais pas si c'est objet flottant, mais en tous les cas comme support, comme médiation pour aborder des questions cliniques. Et je me disais aussi que, en fait, dans ta façon de poser les choses, il y a une articulation directement avec la question de la pourvoyance, donc besoin, ressources, empêchement. Et on aurait comme ça une double entrée entre une dimension qui serait une dimension d'évaluation plus clinique et puis une dimension qui serait une dimension plus pourvoyance, c'est-à-dire concrètement, maintenant qu'on a repéré à partir de ton évaluation, enfin de l'évaluation de ta trame, certaines questions existentielles pour l'enfant, on pourrait passer ensuite à la question de quels sont les besoins qui sont sous-tendus par rapport à ça. Alors, besoin ou besoin droit, selon comment évolue la discussion. Mais en tous les cas, à partir de là, avoir une discussion avec la famille sur quels seraient les éléments de pourvoyance par rapport à ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, où seraient les empêchements, où pourraient être les ressources, etc. etc. Et donc, on aurait effectivement comme ça à la fois une dimension clinique existentielle et en même temps une question très pratique de pourvoyance des besoins, quoi. Ouais, c'est-à-dire comment ensuite on arrive en effet à répondre en fait aux questions qui sont posées. Enfin, je trouve que euh, c'est finalement trouver, bah oui, comment on peut soutenir l'enfant si on a repéré chez l'enfant des angoisses d'abandon, bon, bah comment concrètement on fait pour maintenant le mettre au boulot? Comment on fait pour le soutenir, quoi, et lui permettre de pas être complètement désorganisé à chaque fois qu'il change de lieu ou à chaque fois qu'il est dans des moments de transition.
Et ça, je pense que c'est des trucs hyper importants. C'est pas tout de soulever les problèmes, quoi. Mais ça, je dirais, c'est mon côté praticien, quoi. Après, et puis aussi dans la rencontre avec ça soit les parents, les équipes aussi, qui demandent aussi à un moment à faire en sorte que quelque chose puisse un peu ne pas seulement être enfin que quelque chose puisse concrètement se mettre en œuvre pour répondre aux questions qui se posent. Donc le premier temps, c'est en effet celui de la question, le deuxième, c'est celui des réponses à apporter, quoi. Et il est double parce que enfin même voilà, il est double parce qu'il y a les réponses qu'on pourrait dire d'ordre plus individuel, concrètement vis-à-vis de cet enfant-là, mais il y a aussi les enjeux institutionnels, c'est comment on va mettre en œuvre ces questions-là dans la vie familiale, dans la vie sociale, à l'école, et donc dans tous les espaces que va rencontrer, que va fréquenter l'enfant. C'est ça qui est quand même vraiment, enfin, moi j'ai trouvé très très intéressant et un peu vertigineux dans ta proposition, c'est que ça tient à la fois la question de la transversalité des espaces, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec la famille, on peut travailler avec le sanitaire, on peut travailler avec la protection de l'enfance, avec l'école, etc. Donc l'ensemble des lieux peuvent être finalement interroger, travailler ensemble et partager les mêmes observations cliniques. Et en même temps, on a une grande profondeur. Mon stylo qui ne va absolument pas rester en place. On a une grande profondeur avec le niveau zondien, en fait. C'est-à-dire qu'on traverse vraiment et l'espace de vie de l'enfant et la profondeur clinique pulsionnelle. Et ça, je trouve que d'avoir ça avec un outil aussi simple et aussi clair, c'est quand même un joli tour de force, Antoine. Bah ouais, il faut l'utiliser maintenant. Voilà, c'est ça. La question, c'est il faut le travailler pour que voilà que ça puisse parler. Voilà, moi je trouve qu'en effet, et puis je pense que c'est aussi ça le souhait peut-être de l'anthropologie clinique, c'est qu'aussi faire en sorte que des personnes qui ont des langages, des univers de discours différents arrivent à se rencontrer autour de questions communes. Et, et donc on peut à partir de là établir beaucoup d'analogies en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui peut être assez fructueux, c'est-à-dire qu'à partir de là, bah oui, si on met en évidence certaines questions, bah des approches, même des approches plus biologiques, peuvent tout à fait se mettre, se préciser, mais on sait aussi ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne font pas. Voilà, c'est-à-dire ça situe aussi. Il me semble dans le travail aussi des conditions, des ressources, des empêchements, on va pouvoir situer ce que chacun peut, la part de chacun en fait. Et à ce titre-là, chaque spécialité peut apporter sa part de façon complémentaire à l'autre. Là où généralement on est plutôt dans des relations de rivalité, d'exclusion réciproque. Voilà. Je pense que ça c'est pareil, fondamental, quoi. Moi, je sais pas, je pense que Nicolas sera d'accord pour dire que c'est tout à fait dans la démarche de l'anthropologie clinique telle qu'on avait tenté de le formuler, hein, c'est d'être un lieu où effectivement on a une épistémologie qui nous permet de nous rassembler autour de la situation et du patient, plutôt que de nous diviser et de nous quereller à propos de choses qui finalement n'intéressent pas le patient, quoi. Qui nous intéressent plus, nous, dans notre narcissisme théorique et clinique, que véritablement au service du patient. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Donc c'est maintenant. En le retournant, à un moment donné. Il y a un petit détail. C'est quand tu parlais, Antoine, des deux équipes auxquelles tu avais présenté ton modèle. Ouais. J'ai été frappé, moi, le fait que donc d'une équipe à l'autre, ils se braquaient plus sur certaines questions que sur d'autres. Moi, je trouve qu'une des richesses, que ce soit l'anthropologie clinique ou la sémiotique, enfin de ces modèles qui peuvent sembler un peu formels comme ça, un peu combinatoires,
c'est parfois de lever des tâches aveugles. C'est-à-dire, à côté des réponses, et enfin, moi aussi je suis un peu concrétiste, j'aime bien qu'on travaille sur les réponses concrètes, mais j'ai aussi l'impression qu'une des façons de définir le mal-être existentiel, c'est de se dire que les gens tournent interminablement sur les mêmes questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse, et que parfois le début de la solution, c'est de se poser d'autres questions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc une grille comme la tienne, je trouve, présente le grand bénéfice d'amener des questions qu'on ne se posait pas. Ouais. Alors pas pour le plaisir de se poser toujours plus de questions, mais pour ouvrir le champ des possibles. Ah Et bah, donc, par exemple, dans l'utilité d'utiliser ces questions éventuellement avec une famille, moi, je mettrais bien ça, le fait que telle ou telle famille arrive avec une question, tourne sur cette question, tourne en rond sur cette question, et que peut-être si on amène cette famille à se poser des questions qu'elle ne se posait pas jusque-là, peut-être qu'il faut faire confiance dans les ressources de cette famille pour trouver des réponses, se dire que ce qui lui manquait, ce n'est pas la réponse qu'on pourrait lui apporter, c'est la question à laquelle elle va trouver une réponse par elle-même. Et donc, c'est moi, enfin, je vraiment pars. où le systémicien rencontre la psychothérapie institutionnelle. Bah, en tout cas, enfin, je partage tout à fait je pense qu'aussi dans l'anthropopsychiatrie, finalement, c'est aussi un peu présenté comme ça, c'est-à-dire finalement le sujet est souffrant parce qu'il n'arrive pas à changer de question. Il est toujours pris par la question, par exemple, identitaire, et il n'arrive pas à se sortir de cette question-là, et il se trouve dans une impasse en fait. Finalement, on arrive à se porter à peu près pas trop mal dans sa vie tant qu'on peut passer d'une question à l'autre. C'est-à-dire tant qu'on arrive à passer d'un registre existentiel à l'autre. Donc, en effet, à nous, en tant que là, thérapeute, clinicien, de soutenir l'émergence d'autres questions de façon à relancer, on pourrait dire, la dynamique pulsionnelle, hein, qui est parfois finalement un phénomène de cercle vicieux, et en proposant d'autres pistes de réflexion, d'autres questions. Et puis de situer qu'en fait, bah oui, s'il y avait des points qu'on n'avait pas vus et qui nous permettent d'un seul coup de changer de perspective, de changer de perspective. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui me paraît vachement, enfin, indispensable, quoi, enfin, très, très bénéfique pour tout le monde. Que ce soit avec des équipes ou avec des familles ou avec n'importe quel système avec lequel on travaille, quoi. J'ai vu que Wilfried avait des questions dans la discussion. Je ne sais pas si est-ce que tu veux. On t'entend pas. Oui, étant donné que le débat est très pratique, j'ai hésité à poser cette question purement théorique. J'ai considéré un peu comme un ovni, alors j'allais la garder en fait, tout D'accord, ok. simplement. Elle peut se lire, on peut, pourquoi pas, pourquoi pas. Je Voilà. profite de cette question pour dire qu'il y a eu des échanges de mails entre différents participants. Et je me suis posé la question de est-ce que ça ne serait pas intéressant que ces questions qui sont, les commentaires que vous avez pu faire, les nouvelles questions qui ont surgi à partir de ces participants, est-ce que ça ne pouvait pas être mis à disposition de l'ensemble des participants du séminaire? Voilà. Et je ne souhaitais pas le faire sans avoir l'accord des orateurs et participants qui ont. Oui, Dans ce cas-là, Serge, ce serait sous forme de billets publiés sur le site de l'IAC. Oui, C'est c'est des ça, billets c'est-à-dire que complets voilà. ça serait des petits billets qui seraient mis dans les ressources du séminaire avec les vidéos, avec les textes, avec les articles. Il pourrait y avoir une sorte de fil de discussion comme ça qui serait une sorte de blog dans lequel la question de l'un. En fait, Antoine avait commencé par, après le premier séminaire, non pas le premier, après le tien, Wilfried, a
posé des Oui. questions, et puis ensuite Jean-Claude a répondu à ces questions, puis ensuite tu as répondu à Jean-Claude, Merci et d'ailleurs. Jean-Claude t'a répondu à nouveau. Et donc je me disais, est-ce que tout ça ne pourrait pas enrichir l'ensemble du séminaire? Mais voilà, je ne voulais pas le faire sans Si, votre si, je trouve que c'est une très bonne idée, mais il faudrait un peu reprendre les échanges parce que c'est du parler écrit et très précis en même temps. Bah, c'est ça qui Voilà. fait le charme de cette discussion. Oui, oui. Non, Bon, mais on voit ça pourrait être restreint aux participants du séminaire, c'est-à-dire ne pas forcément le mettre sur grand public, à tout le monde sur le site, mais que ce soit simplement pour les participants qui font, je ne sais pas. Jean-Claude, question? Par exemple, ma première réponse, c'était une forme de billet qui pourrait être publié facilement. Par contre, ma seconde réponse, j'insérais des morceaux dans le texte de Wilfried. C'est ça. C'est pour ça. C'était déjà un peu plus compliqué à suivre. Voilà. Mais on peut le moi, remettre en forme. Hein, je suis pas contre, mais il faudrait à un moment donné qu'on se coordonne tous les deux, tous les trois avec Antoine pour publier quelque chose d'un peu plus lisible, peut-être. Mhm. Est-ce que, Bah, ouais, sinon, il n'y a pas de est-ce que secret, je reprends les effectivement. trucs et puis je vous envoie ça à tous les trois et puis vous en faites quelque chose, vous corrigez ma proposition? Oui, ben voilà. Ouais, carrément. Voilà, donc la réponse d'Antoine à la question qui est posée dans le chat, ce sera à suivre sur le billet. Ouais. Ça fera feuilleton ou série sur un peu Netflix, quoi. Non, parce que j'avais trouvé que dans les questions qui avaient été à la fois soulevées par Antoine et puis les réponses qui avaient été faites, il y avait des choses très intéressantes, donc ça valait le coup quand même que l'ensemble des participants puissent, s'ils le souhaitaient, en avoir connaissance. Pas de souci de mon côté. Hein. Ok, Ouais, bah, on écoutez, est parti dans le mythe, en fait, bon, tous les trois. rudimentaire, hein, C'est c'est ça. pas une publication pour la Pléiade, hein, donc on remet ça en forme un peu rapidement, et puis je vous le soumets, si vous êtes d'accord, on le met sur... On ouvre un petit bloc de discussion dans les ressources du séminaire. Mais la Pléiade comme motivation, ça me plaît bien, Serge. De quoi? La Pléiade comme motivation, ça me plaît bien. Je pense qu'on va attendre un petit peu encore pour la Pléiade. On a du job à faire, je crois. Est-ce qu'il y a des derniers commentaires, remarques, ou bien est-ce que le reste de la soirée nous attend? Est-ce que les tableaux vont être partagés? Des tableaux écrits tout petits qu'on a vus mais qui avaient l'air passionnants? Je pense que oui, non, Antoine? Ah bah je sais pas comment on fait, je peux l'envoyer? Je peux te l'envoyer? Oui, tu le fais passer à l'IAC, on va mettre un petit peu en forme et puis on le mettra dans les ressources documentaires du séminaire. Je te l'envoie, ok. Je signale donc que les vidéos des séminaires précédents sont en ligne. On essaie de le mettre en ligne assez rapidement. Et je pense qu'il y a d'autres petits articles aussi qui ont été mis en ligne. Je vais aller y refaire un petit tour pour compléter tout ça. Donc vous pouvez aller voir sur le site de l'IAC, avec la chaîne YouTube, il y a directement un petit onglet sur le séminaire et vous pouvez aller chercher de la documentation. Et on va mettre d'autres conférences qui sont un petit peu connexes avec ce qu'on travaille, mais qui peuvent intéresser. Je pense à un petit document sur la sémiotique de Kickenberg, par exemple, sur qu'est-ce que c'est la sémiotique, qui reprend un certain nombre de concepts de base. Et on va faire la même chose par rapport à l'anthropopsychiatrie, par rapport à Zondi, de manière à ce qu'il y ait des petits documents d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qui viennent compléter ce qu'on fait et qui apportent des éléments un peu basiques, mais qui seront utiles à mon avis pour comprendre. Merci Annabelle pour ce petit commentaire. Voilà, bon, on va le faire au fur et à mesure parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on va essayer de faire ça quand même rapidement. Je vais encore peut-être dire quelque chose. Serge, dis quelque chose, peut-être pas en finale, mais si c'est la dernière intervention. Dans le prolongement des 2 dernières interventions de Jean-Claude et de Antoine, donc Jean-Claude qui rappelait que c'est important, peut-être le plus important, c'est que nos patients puissent accéder à des questions qui ne se posaient pas, et ces questions les ouvrent à un horizon d'existence différente, ou bien ce que disait Antoine, au fond, l'anthropopsychiatrie aide à ne pas se centrer sur un problème vu en termes d'identité, mais aussi en termes d'autres vecteurs. Donc, juste rappeler entre nous, mais peut-être le dire pour ceux qui connaissent moins l'anthropopsychiatrie, l'important, c'est de bien comprendre
que l'anthropopsychiatrie, selon Scott, se veut anti-diagnostic de structure. C'est-à-dire le danger de voir quelqu'un comme psychotique, comme névrosé, comme borderline, et tout construire à partir de critères se référant à cette pathologie. Au contraire, comme vous savez, l'anthropopsychiatrie dit, au fond, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, ça a été rappelé par Antoine, quelque chose à voir avec les troubles de l'humeur, avec la perversion, avec les névroses, avec les psychoses. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, si son problème a une affinité, nous fait penser, surtout en termes de troubles de l'humeur, on doit toujours se dire, est-ce qu'il y a une coloration dans cette manière de vivre le trouble de l'humeur, une forme de perversion qui peut s'exprimer dans des formes de l'humeur ou des formes de névrotisation, dans des formes de psychose. Et je pense que Faes, qui va nous parler, a beaucoup travaillé sur cette manière de lire une pathologie, mais colorée sous d'autres vecteurs. Donc ça, c'est important de bien voir cette différence en diagnostic de structure qui fige, qui enferme dans un registre une personne, et plutôt un diagnostic comment Scott l'appelait souvent, diagnostic. Serge, comment l'appelait comment on pourrait poser un diagnostic de structure, un diagnostic Pulsionnel. Pulsionnel, disons que ça pulsionnel. Voilà. En mouvement. En mouvement. Ouais. Prévention aussi, ouais. Moi, je pense qu'il y a même moyen de faire un diagnostic entre guillemets en termes de lien. Il faut savoir comment ça fonctionne, le test de Zundy. Donc, Zundy avait photographié un certain nombre de personnages en prison, en fait. Hôpital psychiatrique, je pense. Oui, mais je pense que c'était des gens qui avaient commis des infractions, en réalité. Pas tous, pas tous. En fait, il y a Pas l'ensemble tous, des non. pathologies Ouais. psychiatriques. Enfin, en tout cas, le test consiste à réagir en fait à ces photos de ces personnages dont on connaissait la pathologie. Mm. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la relation qu'on entretient avec ces photos qui guide le diagnostic zondien. Moi, j'avais fait un petit travail à un moment donné sur le test de Zundy où j'étais même arrivé à reformuler les choses de façon systémique, en fait. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça dit quelque chose de la personne qui passe le test? Est-ce que ça dit quelque chose des personnages qui sont présentés dans le test? Ou est-ce que ça dit quelque chose d'espèce de lien qu'on noue comme ça avec les personnages présentés entre la personne qui passe le test et les photos présentées? Et je trouvais que c'était aussi une manière et effectivement dans une perspective plutôt anti-nosologique. Et je renvoie par rapport à ça aux travaux d'Enrique Pigeon-Rivière. C'est un Argentin, Enrico Pichon-Rivière, qui reformulait toute la psychopathologie en termes de liens. Je trouvais ça très intéressant, moi. Tu ne voudrais pas nous faire un petit travail, un de ces quatre, sur ton zombie et systémique? Mais je l'ai fait, ce travail, mais il y a 30 ans. Il faudrait que j'aille rechercher mes notes de l'époque. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois que Face aura causé, qu'on aura avancé, peut-être qu'il y aura des ondiens qui auront causé, peut-être que tu pourrais venir ensuite reprendre tes notes et les retravailler à la lueur de ce que tu es maintenant en capacité de penser au niveau systémique. Oui, voilà, j'imagine que depuis 30 ans, tu as cheminé. Quelque peu, oui. Donc ça aurait le coup, une fois que les avancées ondiennes dans le séminaire seront faites, de reprendre ça d'une manière plus systémique à la lueur de ce que tu travailles maintenant. Ouais, peut-être. Tout ça, ça pourrait être sympa. Si je trouve le courage. Je dis ça comme ça, je dis ça un peu en l'air sans avoir plus réfléchi. Je pense au séminaire de l'année prochaine, tu vois. Pour le coup, ce serait un travail archéologique, là, Serge. Bon, un peu d'archéo, c'est sympa. Ok. Justement, encore une chose par rapport à Yann qui parlait de cette fonction, qui posait la question, est-ce qu'il n'y a pas une fonction contenante dans le fait de regrouper toutes ces questions? Par rapport à ce que j'ai rappelé sur cette accentuation de l'anthropopsychiatrie d'un diagnostic pulsionnel et non pas de structure, eh bien, je pense que ça va tout à fait dans cette conception de rencontrer la personne dans son intégralité. Donc,
dans ce qu'elle est réellement. Elle n'est pas que ça, mais elle est toujours en train de se jouer à différents registres. Et en ce sens-là, cette dimension qui intègre ces 4 dimensions universelles, je pense que ça donne un contenant. Oui. Ok. Bon, merci. On s'en tient là pour aujourd'hui. Donc, pour cette année, c'est terminé. On se retrouve en janvier 2022 avec Jean Lassègue qui nous parlera d'anthropologie sémiotique, retour à la sémiotique après la clinique. Et ensuite, c'est Jean-Louis Fès qui viendra nous parler d'anthropopsychiatrie, retour à la clinique après le sémiotique. Bonne fin d'année à tous et puis à très bientôt. Antoine, Ouais. encore Joyeux Noël. merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Allez, À joyeux bientôt, Noël à la tout le monde. prochaine. Bonne fête de fin d'année. À toi aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir à tous, au revoir.